Voilà, donc on arrive au cœur de notre cours sur donc l'agencement donc, de l'espace de vente. On va travailler sur la cartographie du magasin et sur la circulation et les ratios de flux. Alors, la cartographie du magasin ou plan de masse, en fait, le fameux plan de masse, c'est où mettre les familles dans l'unité commerciale, où positionner les grandes masses de familles de produits. Donc, c'est la construction du rayon, des rayons dans le magasin. On détermine un plan de masse. Pour le déterminer, on regarde le nombre d'éléments au sol que nous avons. Ce sont des modules d'1,33 m. On utilise des réglettes afin de déterminer ce nombre d'éléments au sol. Donc, il y a des préconisations de l'enseigne. Donc, vous devrez obtenir ces préconisations. Qu'est-ce que préconise l'enseigne en termes de grands plans de masse de mes familles de produits sur mon espace de vente? Donc, on le retravaillera dans le prochain chapitre. Ça s'appelle le plan merch, le book de merchandising, qui détermine ces grandes masses sur ma surface de vente. Sachez qu'il y a des normes. Voilà, par exemple, pour les soft drinks, en typologie, si vous avez une surface de moins de 1000 m², eh bien vous voyez qu'il vous faut 4 éléments au sol, 1200 m², etc., etc., donc des éléments d'1,33 m. Voilà. Donc un plan de masse, ça se présente comment? Sur votre gauche, vous avez un plan de masse U qui concerne les toniques, les limonades, les colas, les thés, etc. Donc on a sur une grande gondole, eh bien, on a la répartition schématique des grandes familles de produits qui correspondent ici certainement à les liquides, en tout cas la partie liquide à gauche dans un magasin U. Sur votre droite, vous avez un autre plan de masse qui a été colorié où on peut voir différentes couleurs qui correspondent à différentes grandes familles de produits. Voilà, ici, vous avez le plan de masse qui a été réalisé par une élève. Donc, dans son univers, elle a fait apparaître les caisses, les réserves, les podiums, les tables, donc différents univers qu'elle a chiffrés, puisqu'après, vous verrez qu'elle a, donc avec la vitrine, l'entrée, puisqu'après, vous verrez qu'elle a travaillé sur des flux dans son magasin. Et donc, elle a pu, grâce à ce schéma, visualiser les différentes familles de produits qui étaient visités par les clients durant leur parcours. Un plan de masse de la famille des produits viennoiseries. Voilà, donc les pains de mie et les viennoiseries, les américains, les extra moelleux, les spéciaux. Vous avez les brioches, les feuilletés, les pains au lait et les goûters. Voilà, ça c'est une segmentation produit. Vous avez le sens de circulation ici des clients. Donc on voit bien que le client va circuler dans ce sens-là. Voilà comment est répartie l'offre en fonction du sens de circulation des clients. Vous voyez que ça correspond de gauche à droite. On a commencé par ce qui se vendait le plus, les Américains, les extra moelleux. Et puis au centre, sûrement, on a essayé de travailler des gammes de produits qui étaient moins vendus. Voilà, donc les enjeux commerciaux, c'est de répondre à l'augmentation en nombre de clients et de chiffre d'affaires, des enjeux logistiques, manutention des produits, file d'attente, etc., des enjeux de sécurité. Les objectifs, c'est inciter le client à parcourir le maximum de rayons et à lui faire acheter le plus de produits possible. Donc là, on voit mieux. Nous avons ici donc l'allée pénétrante, les allées périphériques et puis les grandes masses, vous voyez, de familles de produits. C'est ça que je vous demanderai dans votre prochain stage, c'est de me faire la cartographie donc manuelle, hein, vous ferez schématiser, donc pour la faire après sur ordinateur, des grandes familles de produits de votre unité commerciale. On rajoutera les zones chaudes et les zones froides, c'est ce qu'on va voir, et le sens de circulation des clients. La zone froide, on reverra, elle est située dans le fond du magasin, tout ce qui est zone froide ici, et la zone chaude située ici, dans la première partie du magasin. Voilà, donc retenez, là on travaille surtout en termes d'allées, donc allée pénétrante, qui se trouve face à l'entrée, qui permet d'aller directement dans le fond du magasin. Elle doit être très large, hein, parce que c'est une allée extrêmement importante en termes de chiffre d'affaires. L'allée principale, ici centrale ou principale, qui est un peu moins large et qui permet de traverser le magasin d'un bout à l'autre. Et puis les allées secondaires, qui permettent d'assurer la circulation entre les rayons. Et enfin, cette allée périphérique qui permet de se promener dans le magasin en longeant les rayons les plus éloignés de la partie centrale.
Alors, c'est le meilleur emplacement promotionnel, l'allée pénétrante, elle est bien supérieure aux têtes de gondole. Les allées secondaires, en fonction de la surface de vente, donc on fixe une largeur des allées, ça c'est pour les normes de sécurité. Donc vous voyez ici un petit tableau qui nous montre que la présence en allée pénétrante par rapport aux têtes de gondole, l'impact sur les rotations, donc au niveau du dentifrice, c'est extrêmement important, plus 90%, les couches quasiment 90%, les whisky, les produits de la vaisselle, les shampoings, les soft drinks. Donc si vous voulez, vous voyez que l'allée pénétrante, c'est vraiment le meilleur emplacement promotionnel. Alors, la meilleure implantation, c'est laquelle? C'est celle qui permet au client de passer devant le plus de produits possible. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le pourcentage de produits vus par le client au sein d'un linéaire. Ici, on retrouve notre allée centrale, notre allée périphérique et l'allée pénétrante. Et vous voyez ici, eh bien, c'est le plan type d'un GMS. Vous avez viande, boulangerie en fond d'allée périphérique à cause des laboratoires qui sont juste derrière. Tout ce qui est extrêmement volumineux, à forte rotation, proche des réserves des entrepôts. Rayons frais, là il y a encore de la boucherie, des eaux plates, etc. Et vous avez ici de l'électroménager, donc qui est moins volumineux, qui sera aussi sur des listes. Généralement, quand on va acheter l'électroménager, c'est un achat qui est réfléchi. Et on va regarder ici où sont réellement les zones chaudes et les zones froides. Donc on verra que tout ce qui est en sortie de caisse ici, ce sont des zones chaudes. Toute l'allée centrale est une zone chaude. Et puis ici, toute cette partie de fond de magasin, ce sont des zones froides. Ici, nous sommes aussi en zone froide. Voilà. Donc cette partie ici d'une gondole est une zone froide, alors que si le client circule comme cela, ici, la première partie de la gondole va être une zone chaude. Les parties extérieures ici vont être des zones froides. Donc articles de maison, jardin, rayon de jardin, droguerie, auto 2, là, c'est une zone froide. En revanche, devant ici, papeterie, maroquinerie restent des zones chaudes. Voilà, donc on retrouve le plan type d'une grande surface avec différentes familles de produits. Alors, à bien retenir, les règles de circulation. Le client circule de gauche vers la droite. Il contourne les obstacles par la droite, il se dirige instinctivement vers le milieu de l'offre et il emprunte naturellement les allées les plus larges. Alors, qu'appelle-t-on le flux d'or? Le flux d'or, c'est l'optimisation de la circulation. Donc vous voyez ici un flux d'or Ikea qui est la création du circuit court. Vous savez que quand vous allez chez Ikea, c'est le modèle, vous êtes obligé de passer par un certain circuit. Voilà. Donc vous avez un circuit court et un circuit long. Tout ça, ça a été pensé de façon à ce que le client voit le plus d'offres possible. Donc, ce qu'on va chercher, c'est favoriser la circulation de la clientèle en les amenant à passer devant un maximum de rayons, bien sûr sans leur donner l'impression d'être obligé de suivre un parcours obligatoire. Elle favorise les achats, ce flux d'or. Il est appelé ainsi parce qu'il favorise les achats. Donc, des règles de circulation. Donc le client circule de gauche à droite, mais en France, quand on passe l'entrée, on va avoir tendance, dans le monde occidental en tout cas, à aller toujours vers la droite. Voilà, donc ça, vraiment, c'est la diapositive qui est très importante pour vous. On retrouve ici nos zones chaudes et nos zones froides. Alors ici, on a quoi? On a notre plan de masse, celui qu'on vous demandera de faire, en respectant les grandes familles de produits, en les positionnant sur un plan. Donc vous pouvez vous baser sur un plan de masse du magasin, mais il est préférable de l'utiliser pour produire son propre plan en faisant ressortir les grandes masses. Vous ferez ressortir l'entrée du magasin, les caisses, les cabines, s'il y a des cabines, la surface occupée par les univers, si l'UC est découpé en univers ou en rayon. Et cela est valable pour la GSS ou les PSS, les petites surfaces spécialisées. Vous ferez apparaître s'il y a des obstacles, vous les ferez bien apparaître aussi. Donc le plan du magasin n'est pas forcément à l'échelle, mais il doit donner une bonne idée de sa configuration. Alors ensuite, la cartographie ici va vous permettre, sur cette cartographie, vous pourrez tirer un grand trait, donc zone froide, zone chaude. On pourrait presque faire un trait pour séparer notre graphique, là, notre schéma en deux. Voilà toutes les zones chaudes d'un magasin traditionnel. Et puis ici, le fond de magasin, toujours une zone froide.
Ça, ce sont des zones froides. Voilà, si on veut rentrer plus dans le détail, la zone chaude, c'est la zone qui est la plus fréquentée. La zone froide, c'est la zone qui est moins fréquentée. La zone chaude, ce sont les zones vers lesquelles les clients se dirigent spontanément. Et les zones froides, ce sont les zones de faible passage ou à obstacles et à faible visibilité. Alors, vous voyez ici, c'est intéressant. Bien sûr, l'attractivité de l'allée pénétrante et des têtes de gondole, c'est très clair. Vous avez ici des zones chaudes, et puis ici, au verso de chaque gondole, bien, vous avez des emplacements en zone froide. On a vu dans les règles de circulation que les clients ont tendance à aller au milieu de l'offre. Donc nous avons la zone chaude en plein milieu de l'offre. Le démarrage devient une zone froide à très froide, puisqu'évidemment le client il va aller directement au milieu de l'offre. Et quand il continuera sa circulation, bien ici on parlera de zone tiède. Voilà pour l'attractivité des mobiliers. Alors, placer les zones chaudes, qu'est-ce qu'on va placer? On va mettre des produits qui exercent une attraction naturellement forte. On va attirer la clientèle vers les zones froides par des animations, par une information adaptée. Et puis on placera les produits dont les achats sont prévus ou sont listés sur des circulations plus longues. Les produits non listés sur des circulations plus courtes et des circulations clairement signalées. Donc, plaçons plutôt en zone chaude des produits qui sont plus d'impulsion, non réfléchis, et des produits en zone froide, des produits qui sont automatiques. Si je vais toujours acheter du sucre, du lait, des produits basiques, ils peuvent être en zone froide. De toutes les façons, j'irai dans ces zones-là pour aller chercher mes produits. Alors là, un petit peu de méthodologie pour quand vous travaillerez donc votre cartographie. Alors l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on organise le parcours client et comment fait-on? Alors vous dessinez le plan du magasin, on l'a vu, plan de masse. Vous indiquez les rayons, les univers, les obstacles, les cabines, les allées, les réserves, les caisses. Ce qu'on vous demandera ensuite, si vous choisissez de faire cette fiche d'activité d'observation des flux, c'est de regarder le parcours client, les parcours clients de votre clientèle, spontanément. On repérera les zones d'arrêt, le ratio d'attention, nombre d'arrêts sur nombre de passages dans le rayon, et c'est une étape qui nous permettra de repérer les zones chaudes et les zones froides. Et on pourra dire que les zones chaudes sont celles qui sont fréquentées, ou vers lesquelles le client se dirige spontanément, et les zones froides, les zones de faible passage à obstacles à faible visibilité. Les zones d'attractivité des mobiliers, on l'a vu, le début du rayon est froid à très froid, la partie médian au centre est chaude et le fond du rayon redevient froid. L'attractivité d'une zone ou d'une gondole, la zone vue par le client dans l'allée centrale est une zone chaude du rayon. La tête de gondole est évidemment une zone très chaude. Tout ce qui est visible est très chaud. Le fond du rayon dans le sens opposé de l'avancement du client est donc une zone froide. Donc on recense les différents univers et on va implanter des rayons à forte valeur ajoutée, des nouveaux produits, des produits saisonniers ou à forte rotation en zone chaude, et en zone tiède des permanents, des basiques, et en zone froide, soit des produits réfléchis, soit des produits à programmation automatique. Voilà l'adaptation de l'implantation des produits entre la zone chaude, tiède et froide. Voilà, ici c'est un élève qui a fait un parcours client, qui a montré ici différents parcours clients. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients. Voilà. Voilà ce que le client a fait. Il a suivi un petit peu le parcours de ce client-là. Voilà, où est-ce qu'il s'est arrêté, sûrement, quels ont été ses points d'attention et vers quel il s'est dirigé ensuite. Pour essayer de schématiser ensuite les zones chaudes et les zones froides. Et vous voyez sur les 6 clients, voilà, une zone extrêmement froide ici où personne n'est venu dans cette partie-là. Ni montre, ni horloge, ni électroménager, ni rayon de bricolage. Vous voyez ici aussi, assez froid. Donc faire une analyse des circuits suivis par les clients. Donc sachez que le parcours consommateur a été très longtemps étudié par le biais de puces électroniques dans les caddies, dans les chariots. Cette analyse des flux, c'est celle-là qui permet de déterminer les zones chaudes et les zones froides. Et vous, étudiants, vous précéderez par une observation directe d'un échantillon. Donc là, on parle d'100aine de personnes. On regardera combien de personnes vous devrez observer.
Donc voilà un élève, un plan de masse d'un élève. En tout cas, c'était le démarrage de son travail. Donc elle a positionné déjà les grandes familles de produits avant de travailler à ses observations. Ici, un autre plan de masse où on a fait apparaître les grandes familles de produits. C'était chez Darty, les îlots, les escalators, la segmentation, les zones froides et les zones chaudes. Donc, en conclusion, on peut dire que le premier rôle de l'agencement est d'orienter le parcours client afin de structurer sa visite et de fluidifier la circulation des clients et des marchandises. On peut ainsi identifier les points chauds, les points froids, positionner les univers en fonction de ce parcours, mettre les produits à forte rotation en zone froide et les moins courants et plus chers en zone chaude. Et les têtes de gondole permettent un effet de masse et de visibilité de déclencher des achats d'impulsion. Voilà pour toute la partie circulation des clients. Donc maintenant, on va passer à la partie ratio et flux. Alors, à chaque fois que les clients vont donc suivre un parcours dans le magasin, eh bien, on pourra analyser un certain nombre de ratios. Regardez ces ratios. Vous avez le premier ratio qui est le ratio de passage. C'est le nombre de passages devant le rayon sur le nombre de clients qui entrent dans le magasin. Donc si j'étudie sur 10 clients, mais je vais regarder combien, sur ces 10 clients, je vais le suivre, combien passent devant le rayon. Sur un rayon particulier que je peux étudier si je suis en grande surface, combien vont s'arrêter, nombre d'arrêts sur le nombre de passages devant le rayon. Et ce ratio, ce sera plus un ratio de passage, mais un ratio d'attention, et il permet d'exprimer la puissance visuelle du rayon, sa capacité à retenir l'attention. On peut aller encore plus loin. Nous avons un client qui rentre dans le magasin, qui passe devant le rayon, qui s'arrête dans le rayon et qui prend en main un produit. Donc ce sera un ratio de manipulation, nombre de prises en main, sur nombre d'arrêts dans le rayon. Qu'est-ce qu'exprime ce ratio? Il exprime le degré d'adaptation du produit aux besoins des acheteurs. On peut aller encore plus loin. Nombre d'achats sur nombre de prises en main, à savoir le ratio d'achat. C'est-à-dire qu'au final, eh bien, le client va prendre le produit pour aller l'acheter en sortie de caisse. Et donc ce ratio d'achat exprime la cohérence du niveau de prix et de l'assortiment proposé. C'est-à-dire que non seulement l'assortiment a été justifié, mais le prix aussi, le client achète le produit. Donc en synthèse, on retiendra deux grands types d'indices, l'indice d'attractivité du rayon et l'indice d'achat du rayon. L'indice d'attractivité du rayon, on prendra le ratio d'attention, le ratio de manipulation et le ratio d'achat, et on obtiendra le ratio d'attractivité du rayon, qui est en fait le nombre d'achats sur le nombre d'entrées dans le rayon. Finalement, ça exprime quoi? La capacité du rayon à transformer un client qui passant devant le rayon en un client acheteur. L'indice d'achat du rayon, c'est un indice qui va nous permettre de calculer le nombre d'achats sur le nombre d'entrées dans le magasin cette fois. Donc l'indice d'achat du rayon, c'est le nombre d'achats sur le nombre d'entrées dans le magasin. Donc on va prendre le ratio de passage, le ratio d'attention, le ratio de manipulation et le ratio d'achat. Voilà. Donc on a deux grands types d'indices qui vont nous permettre de travailler. Alors si on étudie un échantillon d'une centaine de personnes, vous verrez, on va faire bien sûr des TD là-dessus. On pourra ensuite analyser ces flux. Alors si je reprends, parce que je sais que ces indices, c'est pas simple, mais vous verrez qu'après, avec nos petits tableurs Excel, il y a beaucoup de choses qui vont se clarifier. J'ai un client, des clients rentrent dans le magasin CA. Ce client va passer dans le rayon, donc je veux obtenir ce passage en rayon est B par rapport au nombre de clients qui rentrent dans le magasin, eh bien j'ai ce qu'on appelle un indice de passage. Puis ce client qui est rentré dans le magasin, passe dans le rayon, va s'arrêter dans le rayon. S'il s'arrête dans le rayon, eh bien j'aurai l'arrêt dans le rayon divisé par le passage dans le rayon, l'indice d'attention. Puis s'il y a une manipulation, eh bien le nombre de gens qui vont manipuler sur le nombre de gens qui se sont arrêtés, eh bien j'ai l'indice de manipulation. Puis pour tous ceux qui vont acquérir le produit, eh bien j'aurai le nombre de clients qui ont acquis le produit sur le nombre de clients qui l'ont manipulé, c'est l'indice d'acquisition. L'ensemble de ces indices vont me donner un indice d'achat
Voilà. Finalement, un indice d'achat, acquisition du produit, sur le nombre de clients qui sont rentrés dans le magasin. Donc ça, c'est mon indice d'achat. Acquisition, nombre de personnes qui acquièrent un produit de mon rayon sur le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin. Et le deuxième indice qui est l'attractivité globale, le nombre de personnes qui acquièrent mon produit sur le nombre de personnes qui sont passées dans mon rayon. Voilà, donc deux indices, un indice d'achat et un indice d'attractivité global de mon rayon. Indice d'achat du magasin, puisqu'on se repère sur le nombre de clients du magasin qui rentrent dans le magasin sur l'indice d'attractivité de mon magasin. Donc l'indice d'attractivité du rayon, nombre d'achats sur nombre d'entrées dans le rayon. Donc on regardera voilà, ce type d'indice, notamment aussi par rapport à la surface commerciale du rayon. Donc suivant les résultats obtenus, on pourra proposer une action correctrice. Si les ratios de passage sont faibles, ça veut dire qu'il faut améliorer le paysage du rayon, améliorer la circulation, changer l'emplacement du rayon, changer la place de certains produits dans le rayon, puisqu'on ne passe pas dans mon rayon suffisamment. Si le ratio de passage est fort et le ratio d'achat est moyen, et l'indice d'attractivité moyen, ça veut dire qu'on passe dans mon rayon, mais que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon rayon parce qu'on finalement ne finit pas par l'acheter, donc il faut sans doute revoir le niveau des prix. Si l'indice d'attractivité est faible, c'est que ce qui est intéressant sûrement, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas l'outil, on ne manipule pas les produits, sûrement il y a un problème d'assortiment et notamment de choix des marques. Donc il faut voir si le ratio de passage est fort, le ratio d'achat est faible et l'indice d'attractivité est faible, alors c'est à la fois l'assortiment, les marques, les prix et la présentation des produits. Voilà, donc c'est un peu de théorie, c'est pour ça que je vous le fais un petit peu sous forme de capsule vidéo. Nous regarderons tout ça dans des analyses de flux chez Decathlon et chez Camaïeu de façon très concrète sur des magasins. Donc Decathlon plutôt de la GSS et Camaïeu plutôt de la PSS. La répartition de la surface de vente entre les secteurs et les rayons. Donc oui, donc vous avez vu que vous travaillez peut-être en zoning, en univers ou en rayon. Un secteur, un chef de secteur comprend plusieurs rayons. On appelle ça des chefs de rayon. Il y a plusieurs approches. Une approche traditionnelle, c'est le rayon qui regroupe des produits et la même gestion des approvisionnements. Et l'approche univers qui regroupe des rayons qui satisfont un même besoin. Par exemple, l'univers petit déjeuner, l'univers bébé. Donc on va rassembler tous les produits alimentaires et non alimentaires nécessaires, par exemple le petit déjeuner. Ça va être le chocolat, les tasses, les cafetières, etc. On est dans l'univers petit déjeuner. Ce sont de nouvelles logiques d'implantation des rayons qui permettent de favoriser les achats non listés et d'augmenter ainsi le panier moyen, se différencier par rapport à la concurrence et d'une façon générale augmenter le chiffre d'affaires, là c'est de plus 9% en moyenne. Ce sont surtout les GSS qui utilisent les implantations en univers. D'ailleurs, à Decathlon, un chef de rayon est appelé un responsable d'univers. Souvent, on constate une double implantation sur deux univers. On parle alors de cross-merchandising. Alors, une nouvelle notion qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle le plan d'occupation, le coefficient d'occupation des sols, le COS. Le COS va permettre de nous indiquer le rapport entre la surface au sol des linéaires et la surface de vente totale. On sait que chaque mètre carré coûte cher, mais qu'il faut respecter des règles de circulation, à savoir que le client, pour un confort d'achat, doit pouvoir circuler facilement dans son magasin. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer l'allocation faite de la surface de vente entre les linéaires qui présentent les produits et les espaces de circulation de clients. Donc en hypermarché, le COS est généralement proche d'une valeur comprise entre 0,30 et 0,40. Plus le coefficient s'approchera de 1, moins le client aura de place pour circuler et inversement. Donc plus on est proche de 1, plus la surface de vente est égale à la surface au sol des linéaires. Et on sait que là, on ne respecte pas un confort d'achat pour le client. Voilà, donc la surface de vente, surface utile, il faut faire un petit peu la différence entre ces types de vocabulaire. Distinction entre surface de vente, surface de présentation et surface de circulation. Donc la surface de vente, c'est l'ensemble de la surface, circulation et présentation de l'offre.
Et je vous rappelle, le COS, c'est le linéaire au sol divisé par la surface de vente. Plus le COS est proche de 1, plus la surface de vente est égale au linéaire au sol et moins le client a de confort d'achat pour circuler. Alors, le dernier point que nous allons voir dans notre présentation, c'est la notion de sécurité. Vos rayons sont-ils sûrs? Ou vos univers sont-ils sûrs? Votre PSS a-t-elle une surface de vente sécurisée? Donc, implanter des produits pondéreux, donc c'est-à-dire lourds, en hauteur, empiler des packs d'eau dans des allées, bloquer une sortie de secours, etc. Les rayons liquides, mais il n'y a pas que, peuvent présenter beaucoup de dangers pour les clients et leurs enfants. Donc, d'après l'enquête de la Caisse d'assurance maladie, le nombre moyen d'accidents survenus dans un magasin à une grande surface s'élèverait à 40 000 cas par an. Bon, je n'ai pas été vérifié, j'avoue l'information, mais enfin, ça prouve quand même qu'il y a un gros travail à faire en la matière. Donc l'obligation générale de sécurité que vous devez connaître, c'est l'obligation qui est posée par le Code de la consommation, qui s'applique aux vendeurs professionnels et qui concerne non seulement le produit, mais également son conditionnement et ses conditions d'exposition.